Alors, dernière petite précision, qu'est-ce qui explique comme ça l'augmentation à partir de 2010, la dernière vague, en quelque sorte la troisième vague de massification? En fait, vous voyez que c'est surtout lié au baccalauréat professionnel. Alors ça, c'est en fait la suppression du BEP. La suppression du BEP à partir de 2010 fait que dorénavant, quand on rentre au lycée professionnel, c'est forcément pour passer un bac pro. Avant, on passait un BEP qui se préparait en 2 ans. On faisait une seconde BEP, comme on faisait une seconde générale et technologique, une seconde BEP, et ensuite une terminale BEP. On passait le BEP, le brevet d'études professionnelles, et après son BEP, on pouvait, si on le souhaitait, poursuivre en bac pro pendant 2 années encore. Il fallait une première pro, puis une terminale pro. Donc ça veut dire que pour passer le bac pro, en fait, il fallait 4 années d'études avec la possibilité de s'arrêter au milieu. Ce qu'on a changé avec la réforme de 2010, on s'est dit, bon, il est normal que tous les bacs correspondent au même parcours de formation, donc ça sera 3 années pour tout le monde, seconde, première, terminale. Il n'y a plus de BEP, et dorénavant, on passera directement en seconde, première et terminale. Donc il n'y a plus de possibilité de s'orienter au milieu et d'arrêter au milieu. Donc tous les élèves qui rentrent en seconde professionnelle, ils continuent jusqu'au bac. Ça explique cette augmentation pour le bac pro. Et puis il y a une petite augmentation pour le bac général, là qui correspond non pas à un nombre plus grand d'élèves, mais à une élévation du taux de réussite, puisque ce graphique représente non pas les élèves qui présentent le bac, mais les élèves qui l'obtiennent. Et le taux de réussite a augmenté à partir des années 2010. Alors, on peut se dire que c'est peut-être parce que les élèves étaient plus intelligents à partir de 2010. On peut aussi se dire que c'est une évolution des critères de notation, avec notamment l'institution des capacités expérimentales en physique, chimie et SVT, qui sont notés selon un barème qui garantit des résultats nettement supérieurs à ce qu'on obtenait avec l'écrit classique. Donc, il y a toujours l'écrit classique, mais comme il y a 4 points de capacité expérimentale, voilà. Et puis aussi des systèmes d'options plus favorables. Enfin bref, l'évolution de la notation a permis une petite augmentation. Mais ça ne change pas le nombre d'élèves qui se présentent au bac. Bref, le nombre d'élèves et la proportion d'une classe d'âge qui passe le bac a très fortement augmenté dans les années 80, les années 90, et puis un petit peu à la fin dans les années 2010. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'explosion scolaire, c'est la transformation du public. On a beaucoup plus d'élèves dans les lycées que on en avait jusqu'aux années 60. Alors cette explosion scolaire, elle implique que le lycée, l'école a changé. L'ensemble de l'école a changé, y compris l'école primaire, puisque elle aussi, elle a fait face à la croissance démographique. Alors si j'évoque le lycée, dans cette deuxième partie, à nouveau public, nouvelle école, c'est parce que c'est là que le changement a été le plus manifeste. Juste pour vous donner une idée du changement d'atmosphère, en 1939, avant la Seconde Guerre mondiale, l'effectif moyen d'un lycée, c'était 350 élèves. Voilà. Un lycée, en général, ça faisait entre 200 et 500 élèves. Il y avait quelques gros lycées qui pouvaient atteindre 1000 élèves, mais l'effectif moyen, c'était 350 élèves. En 1968, donc 30 ans plus tard, c'est 1000 élèves. Alors imaginez un professeur qui a fait toute sa carrière, qui est commencé en 1939, en 1968, il est encore en exercice, il ne reconnaît plus son lycée. Les bâtiments ont changé, en général il a déménagé, on a construit des grands bâtiments en béton à la périphérie d'une ville, alors que lui, il avait connu le lycée de centre-ville avec sa cour plantée de platanes. On ne reconnaît plus le lycée tel qu'il était. Et puis, ce qui a le plus changé, bien sûr, c'est pas seulement l'effectif, c'est aussi le public. Alors,
le public nouveau qui arrive dans les lycées, surtout après la deuxième massification des années 80, c'est ce public que François Dubet, le sociologue François Dubet, D-U-B-E-T, hein, un sociologue dont j'ai mis quelques livres dans la bibliographie, le sociologue François Dubet appelle des nouveaux lycéens. Les nouveaux lycéens, ce sont des lycéens qui ne correspondent pas au modèle habituel du lycéen, qui ne correspondent pas à ce qu'on pensait être un lycéen jusqu'ici. Ce sont des jeunes qui sont issus de familles qui n'ont pas de familiarité avec le monde de l'enseignement. Leurs parents ne sont pas diplômés. En général, ce sont les premiers de leur famille à aller dans l'enseignement du second degré. Pour vous donner un chiffre et vous faire une idée de ces nouveaux lycéens, mais aussi nouveaux collégiens, le recrutement des sixièmes, par exemple, des classes de sixième. En 1936, il y avait en sixième, donc 1936, on est encore même plutôt avant la Seconde Guerre mondiale, en 1936, il y avait dans les classes de sixième 2,6% d'enfants d'ouvriers. Donc 2,6%, ça fait un élève sur 40. Un élève sur 40 était enfant d'ouvrier. 1,7% d'enfants d'agriculteurs. Or, en 1936, ces agriculteurs, c'était encore une part non négligeable de la population française. Eh bien, il y avait seulement 1,7% d'enfants d'agriculteurs dans les classes de 6e en France. Ça, c'était en 1936. Aujourd'hui, c'est même pas la peine que je vous donne les chiffres, puisque aujourd'hui, tous les jeunes à 11 ans vont au collège. Donc, la population du collège est à l'image de la société. Dans la société, vous avez 20% d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Eh bien, au collège, vous avez 20% des élèves qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le recrutement du collège, ce n'est plus une élite bourgeoise, avec quelques enfants du peuple éventuellement, hein, ce que Ferdinand Buisson appelait des exceptions consolantes, mais des enfants du peuple qui se sont acculturés à la vie bourgeoise, aux repères de la bourgeoisie, parce qu'ils sont rentrés dans le moule. Le collège, ce n'est plus ça. Le collège, il est à l'image de la société, avec ses classes populaires, avec la part de pauvreté qu'il peut y avoir, avec aussi les bourgeois qu'il peut y avoir dans la société. Mais voilà, le collège est à l'image de la société aujourd'hui. Et ces élèves, ces nouveaux lycéens et ces nouveaux collégiens, ce sont des élèves qui n'ont pas les codes, qui sont ceux du collège et du lycée. Ce sont des élèves qui ne sont pas familiers avec la culture scolaire. Et ce n'est pas dans leur famille qu'ils ont appris ces codes, qu'ils auraient intégré un habitus adapté, habitus comme disent les sociologues, là je vous renvoie à la question de la sociologie des inégalités scolaires, mais ils n'ont pas intégré, ils n'ont pas incorporé un habitus qui serait congruent avec la culture scolaire. S'ajoute à cela un malentendu qui contribue à un certain ressentiment des familles populaires à l'égard de l'école. Un malentendu qui tient à ce que les familles populaires avaient pu espérer, quand on leur avait dit que leurs enfants iraient au lycée comme tout le monde, les familles populaires avaient pu espérer que leurs enfants accéderaient à ce qui jusqu'ici leur semblait inaccessible. Leurs enfants feraient des études comme les enfants de bourgeois. Et par conséquent, leurs enfants auraient de réelles chances de devenir cadres supérieurs. L'ascension sociale devenait une réalité. Ça, c'était le rêve. Mais la réalité, c'est que dans le nouveau collège ou le nouveau lycée, les établissements n'ont pas changé de nom, mais ça n'a plus rien à voir avec les établissements d'autrefois. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on entre au lycée qu'on devient cadre supérieur. Alors que quand les parents de ces nouveaux lycéens étaient jeunes, eh bien ils savaient que, en général, la plupart des gens qui passaient le bac devenaient cadres supérieurs, ou du moins cadres moyens. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Avec un bac, on peut devenir ouvrier aussi. Et ça c'est un malentendu qui contribue au problème de relation qu'il peut y avoir entre les familles populaires et l'école.
L'autre réalité de cette massification et de ce nouveau public, qu'on n'accueille pas dans une nouvelle école, justement, qu'on accueille dans une école qui n'a pas fondamentalement changé, c'est pour les professeurs. Les professeurs, comme je vous le disais, ne reconnaissent plus leurs établissements, mais les professeurs font face à un public extrêmement hétérogène. Hétérogène parce qu'il vient de tous les milieux sociaux, et cette hétérogénéité, c'est une réalité à laquelle l'école ne peut plus échapper. Je vous renvoie à ce qu'on a dit dans la première partie la semaine dernière. Il faut faire avec cette hétérogénéité, il faut l'accepter, il faut apprendre à la gérer. Alors, ce n'est pas une nouveauté fondamentale, parce que les publics d'autrefois, dans l'école primaire, ils étaient hétérogènes. L'école primaire de Jules Ferry a accueilli tous les enfants français. Il y avait notamment des différences linguistiques énormes. Un petit breton qui n'avait jamais entendu parler français arrivait à l'école et devait apprendre le français à l'école. Et cette école faisait face à de très grandes différences. Sauf que, en général, la plupart des classes regroupaient des enfants qui venaient de milieux sociaux très proches. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une hétérogénéité à l'échelle de l'ensemble du système scolaire, entre une école dans les campagnes du Finistère et une école dans le centre-ville de Rennes. On n'avait pas du tout le même public, donc il y avait une hétérogénéité à l'échelle de l'ensemble du système. En revanche, les classes étaient relativement homogènes. Bon, pour plein de raisons. D'abord parce que la classe recrutait dans le village, et que le village, au fond, avait une certaine homogénéité. Alors il y avait toujours des notables, il y avait toujours des bourgeois, sauf que les enfants de notables, il était assez rare qu'ils aillent à l'école communale avec les enfants du peuple. Je vous renvoie là-dessus au roman de Colette, Claudine à l'école. Colette raconte son passé d'élève de l'école communale. Elle, en tant que fille de notable, en tant que fille de bourgeois, elle a été scolarisée à l'école communale comme tout le monde. Et on sent bien qu'elle n'y est pas à sa place. Alors au fond, elle vit dans l'innocence de sa jeunesse, et c'est un peu le thème des romans de Colette, et finalement, elle ne s'y trouve pas forcément mal. Mais c'est une exception. Elle vit ça en tant qu'exception, et d'ailleurs, ça l'a conduit à développer une relation particulière avec l'institutrice adjointe qui vient lui faire des cours d'anglais à domicile, par exemple. Donc, c'est une Colette qui va à l'école communale, c'est une exception. D'habitude, les enfants de notables, ils vont à la ville, ils vont au lycée, éventuellement en internat. Donc, ça préserve une certaine homogénéité à l'intérieur des classes. Là-dessus, la référence, je trouve, c'est un roman qui parle de l'école et dont on parle assez peu souvent quand on évoque les livres qui parlent de l'école. Pour moi, j'ai été très marqué par la lecture de La guerre des boutons de Louis Pergaud. Le livre La guerre des boutons raconte la vie dans une classe d'un village rural quelque part en Franche-Comté. Et dans cette école, on voit bien que tous les gamins, en fait, alors il y a des pauvres et il y en a des un peu moins pauvres, enfin il n'y a pas de riches déjà, mais tous les gamins partagent les mêmes loisirs, les mêmes passions, les mêmes habitudes, les mêmes références culturelles. Grâce à l'école bien sûr, mais aussi grâce à leurs milieux sociaux, grâce à leur socialisation primaire qui s'est faite autour de la vie sociale ordinaire du village à laquelle ils participent tous, qui inclut cette socialisation primaire, qui inclut les bagarres contre le village voisin. Ça fait partie de ce qui socialise les enfants, bien sûr. Donc, il y avait une certaine homogénéité à l'échelle de la classe. Les enfants venaient de milieux sociaux très proches et ils étaient liés par une sociabilité préexistante.